Bonjour, donc bienvenue sur cette, c'est bon? Sur cette session autour de GitHub Copilot. L'idée est de vous montrer un petit peu comment ça peut vous aider à développer. Qui est-ce qui utilise déjà GitHub Copilot? La moitié, presque la moitié. J'espère que vous allez apprendre quelque chose pour ceux qui l'utilisent déjà, et ceux qui ne l'utilisent pas, ça vous donnera envie de l'utiliser par la suite. Et j'essaierai de garder du temps pour les questions-réponses après, parce que souvent, il y a pas mal de questions qui arrivent suite à tout ce qui est autour de l'IA, tout ce qui est autour... Alors moi, je vais me concentrer vraiment de l'IA pour les développeurs avec Copilot. Donc moi, je suis Tuc Dual. Vous m'avez peut-être déjà rencontré, parce que j'essaye de venir tous les ans ici. Je change de boîte pour pouvoir parler. Donc j'ai un peu moins besoin depuis que je suis chez GitHub, parce que ça bouge beaucoup chez GitHub. Donc, ce qui est bien, c'est que tous les ans, on a quelque chose de nouveau. Bon, l'année dernière, je n'étais pas là. Et donc, ça fait maintenant 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans et demi que je suis chez GitHub. Et c'est vrai que depuis les derniers, on va dire, on parle, Adrien, on est deux aujourd'hui de GitHub, on parle de toute la plateforme GitHub autour du DevOps, du DevSecOps. Et c'est vrai que moi, dernièrement, depuis un an et demi, le Copilot a pris énormément de temps dans les présentations que je fais aux clients, les événements qu'on fait ensemble et tout ça, avec ce genre d'événements. Ce qui est intéressant autour de GitHub Copilot, c'est que c'est probablement un des premiers outils qui s'est orienté pour les développeurs et une des premières utilisations de l'IA générative qui a été faite sur autre chose que pour, on va dire, les images, etc. Puisque c'est sorti en juin 2021. En juin 2021, il y a eu une première version de Copilot qui est sortie. Comme vous le voyez beaucoup chez GitHub, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a des nouvelles versions, des nouvelles idées, des nouvelles fonctionnalités qui sortent, on les met à disposition des développeurs de la communauté. Vous rejoignez un programme bêta. C'est ce qui s'est passé en juin 2021. Alors évidemment, à l'époque, c'était très léger. Il y avait uniquement la complétion. C'était uniquement dans VS Code. Mais ce qui a permis, entre juin 2021 et novembre 2022, d'avoir une base installée et surtout d'améliorer constamment le produit. Pourquoi novembre 2022 ? Parce que c'est la sortie de ChatGPT. Et quand ChatGPT est sorti, l'IA générative est arrivée chez tout le monde. Il n'y a vraiment pas eu moi, je me souviens de mon père, qui n'est pas informaticien, qui est à la retraite, qui m'a dit « Tu connais ChatGPT, c'est vraiment extraordinaire ». Et là, on a vu qu'il y avait un impact plus fort que notre microcosme de geek. Et ce qui était bien pour les développeurs, c'est qu'un mois auparavant, l'été auparavant, en août, il y avait déjà un outil qui était disponible. Donc ça a permis de faciliter l'adoption et l'accélération de l'adoption de GitHub Copilot. Et on verra pourquoi c'est intéressant. Mais l'idée, elle est relativement simple, en fait. C'est utiliser un outil dans votre IDE qui va vous aider sur toutes les tâches de développement. Alors, ce que je vais appeler une tâche de développement, c'est simplement quelque chose que vous faites dans l'IDE. Ça peut être écrire du code, écrire de la doc, prendre un commentaire, le convertir en code, prendre du code, le convertir en commentaire, mais c'est un assistant au développement. Ce n'est pas quelque chose qui vient remplacer le développeur, c'est quelque chose qui vient augmenter, alors ça va être le terme un petit peu marketing, mais on va dire qui va augmenter le développeur. C'est fait pour vous aider, mais votre œil critique est le plus important. Et ça, c'est très, très, très important. On est censé... Alors, je vais faire... C'est une blague que je fais entre guillemets souvent maintenant, c'est quand on prend GitHub Copilot, vous avez votre tête de développeur. L'idée, c'était d'augmenter votre cerveau. C'est de rajouter quelque chose à côté, à votre pair programmeur qui vient se connecter avec vous. C'est pas d'enlever la moitié du cerveau. C'est pas remplacer, prendre la partie qui n'a pas envie de bosser et la laisser faire bosser par Copilot. C'est-à-dire qu'il faut toujours réfléchir. Soit réfléchir à l'interaction que vous allez avoir, mais de façon plus importante, de vérifier que ce qui est suggéré par le code, par le robot, par un GitHub Copilot, correspond à ce que vous voulez. Ça, c'est très, très important. J'insiste parce que de temps en temps, on voit des gens qui disent Copilot, ça ne fait pas ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux que Copilot fasse ? Si, il fait ce que tu veux, il t'aide à développer. Et quelquefois, la suggestion va être super intéressante. Quelquefois, ça ne correspond pas à ce qu'on a besoin de faire. On continue de coder comme d'habitude, le prompt va changer, on regardera ça, ou vous allez simplement coder comme si Copilot n'était pas là. Ce n'est pas grave. N'oubliez pas que vous savez coder sans l'IA générative.
Je vais me concentrer sur ce qu'on appelle Copilot for Business. Donc Copilot dans l'IDE, je parlerai plus dans la démo également des choses qu'on est en train de rajouter sur github.com, dans les repositories, sur les actions, sur les pull requests, etc. pour, pareil, aider le développeur et le cycle de développement. L'idée de Copilot est vraiment très simple. Vous avez un modèle qui a été entraîné et spécialisé qui s'appuie sur OpenAI. Un OpenAI qui est déployé dans un tenant Azure de GitHub. Quand vous utilisez GitHub Copilot, vous communiquez uniquement avec des ressources GitHub, alors qui sont déployées sur Azure, mais c'est dans le tenant Azure de GitHub. Ça n'est pas avec la société OpenAI. Vous n'envoyez aucune donnée à la société OpenAI, uniquement des données à GitHub. Pour ça, vous avez besoin d'un compte GitHub, juste pour vous authentifier. Vous n'avez pas besoin d'avoir le source code sur GitHub. Et vous installez une extension. L'extension peut être sur JetBrains, donc IntelliJ, sur VS Code, sur Visual Studio, sur Vim. Cette extension se connecte à GitHub et après fait des appels au service GitHub. Donc, c'est des appels qui vont appeler notre modèle. Et la façon dont ça va fonctionner, c'est à chaque fois que vous tapez du code ou qu'on interagit avec l'IDE dans le chat ou des choses comme ça, ça va créer un contexte. Le contexte, ça va être le curseur, par exemple, l'endroit où vous êtes, le commentaire qu'il y a autour, le code qui est à côté. Ça va créer un prompt pour vous. On n'est pas des... En tout cas, moi, je ne me vois pas comme un prompt engineer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis un développeur, très mauvais, mais je suis un développeur. Et quand j'essaye de faire en sorte que Copilot m'aide le plus, mais je ne me pose pas pendant 5 minutes la question, quelle est la question que je vais poser à Copilot pour avoir la meilleure réponse? Je vais vite. Moi, je fais beaucoup d'itératifs, des petites choses. Il y a d'autres personnes qui vont travailler effectivement ou qui vont effectivement, eux, faire du prompt engineering, réfléchir beaucoup à la façon dont ils veulent interagir, mais c'est 2 use cases différents. Moi, j'aime bien travailler au fil de l'eau, avec comme quand je code normalement, sauf qu'il y a des parties qui vont venir m'aider un petit peu plus. Et donc, dès que vous tapez du code, dès que vous faites quelque chose, si vous êtes dans l'éditeur de texte, l'éditeur de code, ça va envoyer des informations, répondre, envoyer, répondre. Ça renvoie des suggestions. C'est à vous, en tant que développeur, d'accepter ou pas les suggestions. Ça n'est pas un générateur d'application. Ça suggère des choses que vous acceptez ou pas en fonction de votre œil critique, justement. Et ce qui se passe à chaque fois, il y a un échange où il se passe pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on envoie un contexte, on reconnaît le langage de programmation, on vérifie que c'est authentifié, on génère, on appelle le modèle génère du code. En fait, il génère du texte, qui peut être du code, qui peut être de la documentation. C'est renvoyé, ça passe dans des filtres, et c'est renvoyé en l'IDE, ça, c'est accepté ou pas. Les filtres vont faire plusieurs choses. Ça va être la toxicité, vérifier que vous insultez pas le service, ou que avoir des filtres sur la qualité, entre guillemets, du langage, ou des choses qui sont générées. Reconnaître le langage de programmation, la qualité de code. Alors attention, quand je dis de la qualité de code, c'est pas quelque chose qui va remplacer Sonar. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'aller très vite. Mais si on reconnaît des mauvaises pratiques, une injection SQL, par exemple, on va essayer de l'éviter, donc on ne va pas suggérer cette partie-là. Mais le but de cet échange-là, quand vous tapez du code, il faut que ça réponde en quelques, on va dire 100, 200, 500 millisecondes. Donc le but, c'est pas de scanner tout le code qu'on va suggérer pour vérifier s'il est complètement valide, c'est plutôt de suggérer du code, sachant que le développeur va regarder la qualité par la suite, ça va passer dans sa plateforme d'intégration, etc. Copilot, dans l'IDE, il est indépendant du source control. Peu importe si vous êtes dans un source control, que ce soit de GitHub, du Subversion, pas de source control encore, vous avez juste besoin d'un compte GitHub. Ça, c'est important parce qu'en fait, au début de GitHub Copilot, les gens nous disaient on n'est pas sur GitHub, on ne peut pas utiliser GitHub Copilot. Si, il n'y a aucun souci. Vous avez besoin d'un compte GitHub, c'est tout. Et c'est un service SaaS uniquement. Et comme je le disais, ça existe depuis 2021, donc ça fait un certain temps qu'on travaille dessus. Donc on a eu plein de questions et d'échanges avec les départements juridiques, avec les départements sécurité des boîtes. On a tout mis dans une page qui s'appelle le Trust Center, je vous la montrerai dans une seconde. Mais un point qui va être intéressant, il y a une slide, je crois que je l'ai oublié. Bon, je vais le dire sans... je l'ai effacé par erreur. Un point qui est très très important
et qui est documentée dans le Trust. Ah si, c'est celle-là, voilà. J'ai été trop vite sur celle-là. On n'envoie pas tout le repository du GitHub de votre IDE. On n'a pas besoin de tout le code. Le modèle, il est entraîné bien avant. Il s'appuie sur GPT-4, GPT 3.5. Il a été entraîné sur des milliards et des milliards et des milliards de choses. Il est déployé. Et il est dans l'état, là. Et maintenant, vous l'appelez. Quand vous l'appelez, on n'envoie qu'un petit contexte. Et d'ailleurs, vous connaissez, dans les LLM, il y a une fenêtre window, vous avez la possibilité d'envoyer un certain volume d'informations. Généralement, GitHub Copilot, l'extension n'envoie pas le maximum d'informations. Pourquoi? Parce que l'extension va faire du travail pour essayer de créer un très très bon prompt pour vous, envoyer des choses, un prompt, renvoyer des réponses. Et ça, il faut que ce soit rapide. Donc, on renvoie qu'à une petite partie le contexte. Et on fait des suggestions. Et le point qui est très, très important, on ne garde ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on ne garde pas les prompts, donc les questions que vous avez posées ou les parties de code qui ont été envoyées à GitHub. Et on ne garde pas les suggestions qui sont faites. Ça veut dire, on n'entraîne pas, c'est indirectement ce que ça veut dire, c'est on n'entraîne pas le modèle sur votre code. Après, il y aura une autre façon de le voir, c'est de toute façon, si vous avez 150 lignes de code, l'impact que ça va avoir sur le modèle ne sera pas très gros. Par contre, ce qui est très 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 important, c'est le contexte. Et ça, je reviendrai dans la démo pour vous montrer ce que ça veut dire. Donc, par rapport au langage de programmation, vous pouvez utiliser Copilot avec tous les langages. Pourquoi? Parce que ça a été entraîné sur tellement de choses, un petit peu comme quand vous le faites avec ChatGPT ou avec les autres LLM, vous voyez GPT ou les autres LLM, vous voyez quand vous parlez plusieurs langues, quand je teste en français, en anglais, en allemand, ça a été entraîné sur plein de langues. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, la façon dont il faut regarder Copilot, c'est que lorsque vous avez quelque chose à faire, au lieu de se poser la question ou de m'appeler en disant « est-ce que ça marche avec tel langage ?» il faut juste tester. Et selon la popularité du langage, ça va être plus ou moins précis. Selon le contexte que vous avez, ça va être plus ou moins précis. C'est-à-dire que le même prompt ou le même type d'expérience, si vous avez déjà plusieurs fichiers d'ouvert, va être différent de si vous n'avez pas encore de code existant dans votre IDE. Donc le contexte va être important. On a fait quelques tests dernièrement. Alors quand je dis on a fait quelques tests, je travaillais avec un client qui utilisait un langage, qui faisait du Java, du TypeScript, des langages classiques, donc ça marchait très bien. Et avec un langage de Dassault qui s'appelle EKL. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un langage qui ressemble un peu à du C. Là, les suggestions de Copilot n'ont pas été exceptionnelles. Pourquoi? Parce que c'est un langage de niche, il y a très peu de présence publique. Donc là, le modèle n'est pas assez bon pour aider ce développeur. C'est pas grave, il ne l'utilise pas sur ce langage de programmation. Mais ça vaut le coup de tester. Une question qu'on a souvent, c'est pour COBOL. Pour COBOL, si vous partez de zéro, ça ne va pas être top. J'espère que vous ne faites pas souvent des programmes à partir de zéro en COBOL, ou alors il faudrait changer de job. Par contre, ce qu'on a souvent à faire, c'est essayer de comprendre du code COBOL pour réimplémenter dans un autre langage de programmation. Là, ça fonctionne très très bien. Si vous ouvrez le fichier COBOL, vous demandez à Copilot de documenter ou d'expliquer le code, ça va permettre, entre ma compétence de développeur qui arrive à lire un petit peu de la logique applicative, l'explication que Copilot m'a généré, d'accélérer ma compréhension du code. Voire de lui demander de générer à partir de ce code COBOL un programme en JavaScript, en Python ou autre, pour avoir une idée. Ce n'est pas un outil de migration, mais ça peut aider. Donc il faut vraiment essayer sur tous les langages. Moi, je l'utilise principalement en Java, JavaScript, TypeScript, un tout petit peu de Python, mais tout ce qui va être CSS, HTML, du Markdown, l'écriture de texte, la documentation, j'ai toujours VS Code d'ouvert et je travaille avec ça. Donc, j'ai dit qu'on n'était pas des prompt engineers quand on travaille avec Copilot. Il faut juste comprendre, il y a 4 piliers qui vont être très intéressants. C'est le contexte, l'intention, et après donner du détail d'information. Et là, ne cherchez pas à faire de l'over-engineering, je ne sais pas comment le dire, mais trop penser au truc. Prenez ça comme si vous parliez à un humain. Si je rentre dans votre équipe, peu importe mon expérience, je rentre dans votre équipe, vous n'allez pas dire hey, « Twig, est-ce que tu peux écrire un test ?» Si vous me dites ça, oui, je peux écrire un test, mais ce que je vais écrire, probablement, je ne sais pas ce que je vais écrire d'ailleurs. Par contre, si vous êtes capable de me dire « Est-ce que tu peux écrire un texte qui va valider que notre API de création de clients qui est dans ce programme-là, lorsque j'ai des valeurs nulles, renvoie une exception ?»
bah, j'ai le contexte, c'est-à-dire c'est l'API qui permet de créer le client. J'ai l'intention d'écrire un test et de tester les valeurs nulles. Donc je suis très spécifique. Bah, ça va être la même chose pour votre IA générative, ça va être la même chose pour Copilot. Une fois que vous avez compris ce qu'était le contexte, ce qu'était le fichier ouvert, ce qu'était le code autour du curseur, que si on pose une question comme ça, qu'on prend 2 minutes et encore quelques secondes pour taper un petit peu plus d'informations, la suggestion va être bien meilleure. L'erreur qu'on va souvent faire, c'est qu'on se dit que l'IA générative est tellement magique qu'elle va deviner ce que je veux faire. C'est vrai que quelquefois, on a ce sentiment, mais par contre, ça vaut quelquefois, et tout le temps même, le coup de passer 2-3 secondes de plus pour rajouter quelques informations dans votre prompt, sous forme de commentaires ou à la question. Et une fois qu'on a pris cette partie-là, généralement, on devient très très productif avec GitHub Copilot. Et une fois de plus, rappelez-vous que vous savez développer sans GitHub Copilot. Si ça ne donne pas ce que vous voulez, ben c'est pas grave, vous continuez de développer. Peut-être que 5 minutes plus tard, parce qu'il y a un peu plus de contexte, ça va être capable de suggérer le code que vous imaginiez au début. On rajoute des choses aujourd'hui pour essayer d'accélérer et donner de plus en plus de contexte, qui sont les extensions GitHub. En fait, c'est au sein de votre chat, dans un premier temps dans VS Code, vous allez pouvoir faire @ je vous montrerai ça avec quelques exemples, @ quelque chose, donc là on pourrait imaginer Jug Summer Camp, et donne-moi la liste des speakers, et hop, ça va appeler un service avant pour faire du prompt, donner un peu plus de contexte. L'idée est toujours d'essayer de contextualiser le plus possible pour les devs. Et là, ce qu'on voit, par exemple, ça va être Sentry pour l'analyse de log, DataStax, où on peut demander, montre-moi la liste des bases de données que j'ai déployées, et à partir de cette base de données, crée-moi un client en Java ou autre. Pareil pour Docker, est-ce que tu peux me déployer cette image ou me décrire cette image. En fait, je mets tous les slides avant et après je pars dans la démo. Là, c'est un exemple où je me suis amusé. On parle souvent de la productivité du développeur quand on parle de Copilot. Moi, j'aime pas trop en parler parce que je ne sais pas comment on mesure la productivité d'un développeur. Ce qu'il y a de certain, c'est que ça m'aide aujourd'hui à faire plein de tâches. De combien de minutes ou de combien d'heures je gagne dans la semaine, j'en sais rien. Donc, il y a je pense à toi parce que vous avez fait des sondages justement. Il y a pas mal de boîtes qui ont donné des méthodes, comment eux ont utilisé le retour d'expérience. Moi, je me suis amusé une fois. Donc, c'est une application Quarkus, une API REST sur un catalogue produit. Et sur ce catalogue produit, je me suis amusé à le créer rajouter une nouvelle API avec et sans Copilot. Donc, j'ai besoin de créer des entités. J'ai besoin d'exposer un service, d'exposer la ressource. Ouais, on est en Java, donc ça prend énormément de trucs pour faire pas grand-chose. Des tests et du SQL. Ça m'a pris 74 minutes sans Copilot. J'ai réinstallé Copilot, j'ai coupé ma branche, j'ai refait la même chose sur une autre table. Ça m'a pris 43 minutes et encore les 13 minutes, j'ai merdouillé au premier prompt pour créer mon entité. Là, je me suis juste amusé à mesurer dans ce cas-là. Quand je fais du Python, je vais probablement 4 ou 5 fois plus rapidement parce que je ne fais jamais de Python. Le seul Python que je le fais, c'est avec GitHub Copilot. Ça m'écrit le code pour moi. Ce n'est pas du code que je mets en prod, c'est quand j'ai besoin de faire des trucs un peu du one-shot. Ça m'aide énormément. Là, c'était du code que je mets en prod sur mon application perso. Des questions ? Ah, c'est bon. Je ne me souviens plus jusqu'à quelle heure j'ai. Désolé, je regarde. 11h20, ok. En fait, je reviens de voyage, j'ai un peu de jet lag. Donc, 11h20, 20 minutes, parfait. Donc, je vais démarrer en vous montrant le Trust Center. C'est la page dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a plein de questions sur les différentes choses autour de l'IA et autour de GitHub Copilot, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a autour de certaines pages, si vous avez vraiment des questions sur quelles données sont capturées, qu'est-ce qui est gardé, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des licences, qu'est-ce qui se passe sur l'impact sur le travail. Il y a plein de questions. Ça va être les questions qui ont été posées souvent dans des discussions avec les clients.
Donc c'est une page qui est intéressante aussi pour comprendre la sécurité. Là, on a rajouté tout ce qui est compliance en termes de, puisque comme c'est un service SaaS pour vous expliquer comment on certifie et comment les data centers vont fonctionner, etc. Une façon dont j'aime commencer, c'est tout bêtement avec un petit peu de JavaScript pour montrer 2-3 trucs sur l'interaction avec GitHub Copilot. Le but n'est pas nécessairement de voir quel code va être généré dans quel détail, mais plutôt comment on va s'intégrer à ça. Dans la façon dont, moi, ce que j'ai eu à faire, c'est juste installer, si vous regardez les extensions, j'ai installé GitHub Copilot dans VS Code, et j'ai installé GitHub Copilot dans IntelliJ. Donc j'installe les extensions, il me demande de me connecter à mon compte GitHub et après, j'ai pas rien à faire, ça fonctionne. Donc une façon de travailler avec GitHub Copilot, ça va être simplement d'écrire un petit peu comme d'habitude. Alors moi, pourquoi je dis un petit peu comme d'habitude, ça a changé un petit peu ma façon de travailler, c'est que souvent, je commence par décrire ce que je veux faire dans un commentaire. Pas un commentaire qui documente le code, mais un commentaire qui va dire voilà ce que je veux faire. Donc par exemple, alors, je vais dire import donc default port. Et on peut utiliser n'importe quelle langue parlée. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, moi, j'ai pris l'habitude maintenant, quand je travaille avec Copilot, de ne pas taper toute ma phrase, puisque je sais que quand j'écris un commentaire ou quand j'écris du code, il va le compléter un petit peu. Faites pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire ne faites pas, mélangez pas français à anglais. Normalement, il devrait le comprendre, mais ce n'est pas la meilleure idée quand je vous parle d'avoir un bon contexte et tout. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Donc, vous voyez, là, il commence à me suggérer du code ligne par ligne. Et là, il n'a pas compris cette partie-là. Alors, c'est pas grave. Une fois de plus, quand je dis c'est pas grave, c'est que ça n'empêche pas que je peux le changer. Alors là, je vais le changer pour vous dans le prompt, entre guillemets. Dans la réalité, je le ferai peut-être différemment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout passer je vais repasser en anglais. Vous voyez, j'ai juste effacé un commentaire. Je garde plus ou moins le même contexte. Et là, je vais lui dire... On va voir. Je retourne à la ligne du bas. Je tape ici. Et là, il a compris. Quand je vous dis que le contexte est super important, c'est ça le contexte. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez... Qu'est-ce que j'ai changé dans mon contexte? Je suis parti de rien. Au début, j'ai tapé ce commentaire-là, plus une autre ligne qu'il n'a pas bien utilisée. Il a généré ces 2 lignes de code. Quand je me suis retrouvé avec le prompt qui n'a pas fait exactement ce que je voulais, j'ai effacé le commentaire, j'ai rajouté cette partie-là. Donc le contexte a changé. Ce qui a été envoyé au modèle, ça a changé et ça m'a généré quelque chose de différent. Mais je ne me suis pas posé la question pourquoi ça ne marche pas. J'ai juste... Et si je continue de coder, si je tape entrée, 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 ce qui est amusant avec GitHub Copilot, comment il fonctionne dans l'éditeur de texte, c'est qu'il va essayer de comprendre ce qu'il y a autour et de faire des suggestions de quelle pourrait être la prochaine opération à faire. Donc là, il va dire, je suggère probablement d'importer des routes. Si je pars dans mon application Java, je crois que je l'ai ouverte, oui, je l'ai ouverte, hop. Et si je pars dans mon application Java, je vais juste essayer de me retrouver. Et je vais aller sur une application. Est-ce que quand je zoome ici, ça zoome? Ouais. Donc, si je tape entrée, entrée ici, ouais. Si je tape entrée, entrée ici, ça ne marche pas. En fait, je vais relancer juste pour être certain qu'il se reconnecte. Ça marche, il faut avoir Internet. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, moi je suis tellement addict, entre guillemets, c'est que quand j'ai plus Internet, j'arrête de coder. En fait, quand je dis j'ai plus Internet, c'est quand je suis dans le train et que je code et que ça commence à être trop lent. Si je n'ai pas Copilot avec moi, je me dis bon, ça vaut plutôt le coup, je vais arrêter. Et je vais attendre que Internet revienne et je vais coder. Après, je suis particulièrement feignant. Donc, vous voyez là, en fait, j'ai juste reforcé à se connecter sur le réseau.
Donc, j'ai tapé entrée dans le contexte dans lequel je suis. Donc, je suis dans l'application Pet Clinic de Spring Boot. J'ai tapé entrée. Il me propose un endpoint par rapport à ce qu'il y a autour. Il me dit, ben, tiens, on va aller chercher un endpoint pour aller chercher quelque chose, un propriétaire par ID. Et il me fait du code. Alors, pour les spécialistes de sécurité, n'hurlez pas encore. On va attendre un petit peu avant d'hurler. Surtout que je vous ai dit il y a 2 minutes, il va éviter de faire de l'injection SQL. Le contexte est super important. Le contexte est super important. Comme au-dessus, je suis enregistré, mais je vais quand même rester pas très poli. Comme au-dessus, j'ai du code de merde, il me fait du code de merde. D'accord ? Le contexte est plus important. C'est ce qui va influencer le plus le code. Donc, si votre code il est bien partout, il va générer du code comme vous. Mettez en place vos linters, votre qualité, automatisez. Donc, votre plateforme de CI, votre CI, toute votre plateforme de sécurité, si elle est en place, vous allez avoir plus d'aide de GitHub Copilot. Et gardez en tête ce qui vient de se passer là. C'est-à-dire que j'ai tapé entrée, il m'a proposé une fonction pour aller chercher les propriétaires et il m'a proposé avec une injection SQL, d'accord ? Un risque d'injection SQL. Je vais effacer cette méthode-là. Et je vais retourner sur mon petit programme JavaScript. Et là, après, en fait, en fonction de la façon dont vous aimez coder, vous allez pouvoir interagir de façon différente. Là, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est que je fais un clic droit, copilote, et faire ce qu'on appelle l'inline chat. Pour ceux qui sont sur IntelliJ et qui attendent l'inline chat, regardez. Ah, regardez. C'est pas possible. Bon, ils me l'ont désactivé encore. Ça arrive. Il arrive la semaine prochaine, normalement. D'accord ? Je suis embêté pour la démo, mais c'est pas grave. Donc là, avec l'inline chat, on peut lui poser une question en disant... et en fait, là, il va me proposer du code et sur lequel je vais pouvoir soit l'accepter tel que, ou... soit l'accepter tel que. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait du premier coup. Donc, il m'a proposé quelque chose ici, en disant, j'ai proposé une fonction. Donc là, vous pouvez écrire autant que vous voulez dans le prompt ou autre, en fonction de ce que vous voulez faire, c'est vous passez du temps à écrire ou pas dans le commentaire, dans le prompt. Moi, je passe pas beaucoup de temps. Généralement, je fais pas mal de petites itérations. Mais je pourrais lui dire use query param. Donc là, l'interaction avec le code sur lequel vous allez modifier, vous voyez, je lui ai dit, moi, je veux pas utiliser une paramètre d'URL, je veux utiliser un query param à la place. Donc, il m'a modifié mon code et il vérifie si le code n'est pas nul. Donc, il y a des tas de petites choses comme ça qui peuvent être très pratiques. Dans la façon dont vous allez travailler, vous pouvez, par exemple, pareil, vous avez besoin d'appeler une API, vous avez besoin de faire quelque chose avec une fonction, vous travaillez de la même façon. Vous pouvez dire call Paris. Donc, je lui dis quelle librairie je veux utiliser, quelle fonction je veux utiliser. Étrange. C'est pas grave. On va essayer une dernière fois. Bon, il veut pas. Alors, c'est pas top pour la démo. Par contre, quand vous travaillez au quotidien, c'est pas très grave. Alors, moi, je trouve pas ça très grave. C'est-à-dire que si je fais function, juste en donnant le nom de la fonction, on va regarder si ça va marcher. Hop. Alors, c'est pour reste. C'est juste pour montrer, c'est pas comme ça que j'appellerai ma fonction dans la vraie vie, d'accord ? C'est vraiment... c'est pas ma journée aujourd'hui. Ah, c'est un peu mieux. Pourquoi je montre... Ah oui, il utilise une API, etc.
En fonction du contexte que vous allez avoir, avant, il va pouvoir avoir plus ou moins commenté, il va utiliser la notation fléchée, il va utiliser la notation fonction, ça dépend du code qu'il y a autour, et ça va être très important. Une autre partie qui est clé, ça code comme vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, j'utilise l'API standard Fetch, mais supposez, vous avez plein d'API métiers en interne, et au lieu d'utiliser Fetch, vous avez votre API interne sur laquelle vous avez plein de tests et des choses comme ça, pour gérer du DDoS ou des choses comme ça. Vous avez votre API. Notre API, elle s'appelle Jug Summercamp. Comme ça. D'accord ? J'ai créé un module qui s'appelle Jug. Alors, je ne l'ai pas créé, mais je sais qu'il existe. Je n'ai pas entraîné de modèle dessus. Par contre, ce que je peux faire ici, vous voyez ce qu'il m'a généré là? En fait, souvent, on va avoir la discussion, oui, mais Copilot, il ne connaît pas mon code. Oui, Copilot, il ne connaît pas votre code, en tout cas, sauf s'il a déjà été ouvert à l'intérieur. Par contre, il faut garder en tête que le contexte, ce qui a déjà été fait, est très, très important, va influencer énormément. Donc, en fait, là, il a compris que quand je fais des appels REST, j'utilise pas l'API Fetch, j'utilise l'API Jug, alors pas Jug, mais il fait les mêmes typos que moi, d'accord? Donc ça, c'est pour, on rajoute du code, on rajoute du code. Quand vous avez du code existant, vous pouvez également, bien sûr, coder, écrire des tests. Et une façon de montrer ça, je vais aller sur mon programme en Java. Et comme je n'ai pas l'inline chat, je vais vous le faire dans VS Code. Quand je programme en Java, dans la vraie vie, je programme que dans IntelliJ, d'accord? Ici, j'ai un problème de sécurité. Mon outil de sécurité me l'a trouvé. C'est-à-dire que moi, j'utilise GitHub Advanced Security qui scanne mon code sur tous mes pushs. Moi, je vous invite, dans votre CI, vous devez scanner pour la sécurité, les vulnérabilités de code, de la même façon que vous scannez pour la qualité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, moi, ce que j'ai dans GitHub, j'ai un outil qui s'appelle GitHub Advanced Security. Le GitHub Advanced Security, il m'a scanné le code. Si j'ouvre dans GitHub ici, vous voyez, j'ai analysé les dépendances. Donc ça, c'est juste ma CI. Et ici, hop, ou après, voilà. Ici, j'ai mon problème d'injection SQL. Ce qu'on a rajouté dernièrement dans cet outil-là, c'est que automatiquement, quand vous êtes sur github.com et que vous avez GitHub Advanced Security, on va utiliser de l'IA pour faire ce qu'on appelle le l'autofix, c'est-à-dire que si on trouve une vulnérabilité, dans la pull request, on va faire une suggestion de fixe. Directement. Soit dans la pull request ou sur n'importe quelle vulnérabilité qu'on trouve. Par exemple, si je vais dans un autre endroit sur ma branche principale, je vais avoir exactement la même chose. C'est-à-dire que si j'ai trouvé une vulnérabilité sur ma branche principale, on analyse, on a scanné avec le scanner de sécurité, avec ce qu'on appelle CodeQL chez nous. CodeQL a trouvé une vulnérabilité, il l'a remontée, et là, il me propose de créer une pull request. Pour ceux qui font du Dependabot, imaginez un peu la même expérience qu'avec Dependabot, mais sur la partie sécurité. Là, je ne vais pas vous montrer comment on fixe dans la pull request ou ici. Je vais partir de mon IDE, parce que tout le monde n'est pas sur GitHub avec GitHub Advanced Security. Donc, vous savez que vous avez une vulnérabilité. Si vous ne le savez pas, mais ce n'est pas un outil de scan, Copilot, je pourrais à la rigueur aller sélectionner mon code et lui poser la question. Hop. Démarre un nouveau chat. Est-ce que mon code est safe? Par défaut, le contexte, il va regarder le fichier qui est ouvert et la sélection que j'ai. Vous avez vu, le contexte, il a utilisé, on le voit ici, API contrôleur de 46 à 51 parce que je l'ai sélectionné. Moi, je travaille beaucoup comme ça en essayant d'influencer cette partie-là. Il m'a proposé un fixe en utilisant un placeholder, donc ça me convient. Je pourrais lui demander de me générer autre chose. Donc, je vais appliquer ça avec un simple clic. Vous avez la possibilité aussi, ça, il va remplacer ce qui est à côté du curseur. Là, il est capable de modifier plusieurs choses dans le fichier, notamment s'il y a des imports à faire, il va être capable de le faire. Il va analyser le fichier entièrement. Donc là, je fais cette chose-là. Je vous ai dit tout à l'heure, le contexte est clé. Donc là, il m'a utilisé le placeholder pour la requête SQL. Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est continuer d'améliorer le code. Par exemple,
Donc, de lui dire de loguer l'exception. Après, vous pouvez vous utiliser ou pas l'IA à ce moment-là. Hein. C'est vraiment comme vous voulez, on n'est pas forcé. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça va souvent m'aider à aller un petit peu plus vite sur ces opérations qui sont un peu rébarbatives. Et pareil pour la Javadoc, c'est-à-dire que si je lui demande génère-moi de la doc, donc il m'a généré la Javadoc. Donc là, vous voyez, j'ai modifié, amélioré mon code. Je vais refaire la même opération que tout à l'heure, entrée, entrée. Entrée, entrée. Alors, évidemment, je ne code pas comme ça dans la... D'accord, je lis quand même un petit peu. Mais pour les opérations CRUD, etc., ou dans les tests, quand vous avez déjà testé un ensemble de choses, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, on va s'apercevoir que quand on fait des tests ou des opérations autour de la base de données, on répète souvent. Si on regarde maintenant, il m'a proposé la Javadoc, il m'a fait un try-catch block, et il n'y a plus l'injection SQL. Juste parce que... je n'ai pas vérifié, mais... en fait, il a codé comme juste au-dessus. Le contexte est vraiment, vraiment, vraiment important. Dernier point, pour écrire les tests, vous allez pouvoir suggérer l'écriture de tests de la même façon. Donc, soit en simplement sélectionner la méthode que vous voulez, sur laquelle vous voulez tester, ou la classe sur laquelle vous voulez tester, et faire copilote, générer les tests. Moi, j'aime bien être plus spécifique. C'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais lui dire, en utilisant la sélection, moi je vais forcer en disant prends la sélection, utilise écris-moi un test pour l'injection SQL pour fixer le fixe using. C'est là où je vous dis être le plus spécifique va être intéressant parce que vous allez influencer la génération. Ça ne me coûte pas beaucoup plus cher de dire je veux utiliser tester mon fixe avec un drop table dans le nom et lui dire dans quel fichier de test je veux l'utiliser. Si je m'arrête là, il va me créer un nouveau fichier de test. Mais add this test in, et je vais aller chercher, vous voyez, je fais dièse, donc il y a un certain nombre de petits raccourcis qui sont documentés, vous faites /help, et je vais aller chercher un fichier particulier, je vais aller chercher mon fichier de test. Si je vais dans test, pet contrôleur test, et là, en fait, il va utiliser le fichier que je viens de mentionner également dans le contexte pour écrire le test de la même façon que tous les tests qu'il y a autour. C'est-à-dire que ici, si vous voyez, il m'a proposé un test avec un appel d'API, pas avec l'appel à l'API Java en direct. Pourquoi? Parce que dans le fichier que j'ai mentionné à l'instant, c'est-à-dire que dans ce fichier-là, sauf que je n'ai pas ouvert le bon, donc dans ce fichier-là, tous les tests sont faits en mock sur l'API REST. Donc comme ça, je peux tester... alors, l'idée, c'est, rappelez-vous du contexte. Après, point avant la question, Copilot peut utiliser partout. Là, je vous ai montré du code. J'ai une petite démo que j'aime bien faire qui est en dehors de tout contexte. Supposez que vous avez des données de test. Votre business, il envoie un petit fichier comme ça en CSV et dit, bon, j'aimerais qu'on rajoute ça dans nos tests d'intégration. Ce fichier CSV, il est un peu bizarre. Il y a une première colonne... c'est l'owner ID, elle est vide ou elle confie un default. Et moi, dans mes tests, j'ai besoin d'un email. Comment vous faites là? Tout le monde ne va pas répondre, mais réfléchissez juste pour enlever la première colonne, rajouter un email. Il y a plein de façons. Il y a des gens qui vont être super bons en expression régulière, qui vont faire ça tac tac et voilà. D'autres comme moi qui vont plutôt utiliser peut-être Excel pour aller cumuler, alors, Google Sheet pour aller cumuler. Depuis que j'ai GitHub Copilot, je prends le code, clic droit et là je lui demande. Et il me le fait. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Vous avez perdu quoi? Vous avez perdu 5 secondes. Et le réflexe, c'est ça. Par exemple, là, on voit que c'est des noms en anglais. Je vais lui dire, hop. Alors, ce qui est bien en plus avec l'IA générative, c'est que les typos, ils corrigent. Et vous voyez, Carlos Esteban, Pierre Dupont. Donc, il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes autour de ça. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est la conversion du code. Et je vais rajouter une toute petite... Est-ce qu'il y a des questions en même temps? En même temps, je vais faire... Pensez de façon ouverte. Oui?
En fait, selon ce que tu tapes, tout le projet peut servir de contexte. C'est-à-dire que moi, je n'utilise pas tout le projet, mais tu as une commande ici qui va s'appeler @workspace, par exemple. Mais ce n'est pas qu'il envoie tout le contexte. C'est qu'il va utiliser tout l'IDE pour préparer le contexte. Il va regarder, il va utiliser la vector DB, en fait l'index que tu as dans ton fichier local, de toutes tes classes et tout ça, pour essayer de comprendre ton besoin et aller chercher, préparer le prompt. On ne va jamais envoyer un gros contexte, un gros prompt qui contient tout. De toute façon, ça ne serait pas intéressant. Ce que je voulais montrer, c'est aussi arriver avec un esprit ouvert sur GitHub Copilot est important. Moi, le réflexe que j'ai toujours, c'est j'ai une tâche à faire, je me pose 5 secondes, est-ce que Copilot peut m'aider? Dans mon application métier, hein, parce que quand je vous dis que je développe un petit peu, j'ai mon application de planche à voile où j'ai un catalogue produit, par exemple, j'avais besoin de plein de données de test et plein de données réelles. Je suis allé les capturer sur le site web. La façon dont je les fais, je ne vais pas le faire avec les planches à voile, je vais le faire avec ça. Je vais aller prendre ça, je vais prendre ça, et je vais lui dire, allez, on va regarder, on va essayer comme ça, je vais dans le chat, je vais fermer tous mes onglets. Alors, ce que Copilot m'impose, pas m'impose, mais l'habitude qu'on prend après, c'est qu'on ne garde ouvert que le contexte. Avant, on gardait les onglets, on gardait les onglets, on gardait les onglets. Quand on était complètement perdu, une fois par mois, on fermait tout. Maintenant, j'ai tendance à ne garder ouvert que ce qui m'intéresse sur la tâche que je suis en train de faire. Donc là, j'ai tout fermé. Là, je vais lui dire... C'est pareil, hein, c'est un test. Je ne sais pas si ça va marcher. J'ai fait un copier-coller de la page. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me créer... Voilà, bah ça a plus ou moins marché, parce que je crois que le speaker, il s'est un peu mélangé les pinceaux. Mais cette idée d'avoir... Vous avez une tâche à faire, vous la prenez. Une autre question ? En fait, il est basé sur OpenAI GPT. Donc, OpenAI GPT, il a appris sur plein de choses qui sont publiques. D'accord ? Donc, tout ce qui est public. Après, nous, on a un peu spécialisé, c'est-à-dire qu'on a tuné au-dessus sur les langages de programmation. Mais oui, c'est sur tout ce qui est public. Ouais. En fait, alors, les repos publics, il y a à boire et à manger. Après, nous, on influence sur certains repos. Mais il y a deux façons de voir ça. C'est que moi, je me considère être dans la moyenne. Donc, ce qu'il y a dans la moyenne des développeurs, je pense que moi, ça va me suffire. Les gens qui sont des experts dans leur langage de programmation, peut-être que les suggestions ne vont pas leur correspondre au début, mais rappelle-toi que le contexte est super important. Donc, ce qui va se passer au début, ben, peut-être que 5 minutes après, parce que tu as ouvert 2 fichiers, il y a ta façon de coder, où toi, tu es au-dessus du lot, ou en dessous. Alors, il faut faire gaffe si tu es en dessous. Mais ouais, mais après, on améliore tout ça. Oui. Accéder à GitHub. En fait, c'est les API.github partout. Ce qui est très important, c'est que tout se passe sur du TLS, hein, qu'on ne garde pas les informations, qu'il faut un compte GitHub et qu'on ne garde pas les données. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a la sécurité et après, il y a la peur de l'IA. La peur de l'IA, c'est qu'on a peur qu'on nous vole notre code. La plupart du temps, votre code, on n'en a pas besoin, personne n'en a besoin. Et surtout, quand c'est du développement front, on est capable de le trouver ou de le deviner, votre code. Donc, ce qui va se passer, c'est que le code, on ne le garde pas. Donc, après, il y a un côté mental où il y a des boîtes qui ne veulent surtout pas faire de SaaS, surtout pas faire de cloud. Donc, c'est un peu plus dur. Il y a des boîtes qui ont, par l'instant, pas encore de stratégie autour de l'IA générative. Par contre, il y a un point qui est clé. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle ? Dans les étudiants, vous utilisez ChatGPT, Gemini, Copilot quand vous apprenez à coder ? Oui ? Nous, on a appris... moi, j'ai commencé à bosser en 94, donc c'était les bouquins et les CD-ROM. Après, il y a la génération avec Stack Overflow, The Server Side et compagnie, les YouTube. Mes enfants ont appris avec YouTube. Là, les gens qui apprennent à coder, ils apprennent à coder avec l'IA générative. Et pour moi, plus que la sécurité, etc., c'est que quand ils vont arriver dans l'entreprise et qu'on leur enlève cet outil, imaginez qu'à vous, à moi, on m'enlève Google et Stack Overflow. Votre productivité, elle va faire ça. Votre énervement, il va faire ça. La mise à jour de votre CV, elle va être immédiate.
Bah, je pense que pour les nouveaux développeurs qui vont arriver parce qu'ils ont appris à développer avec l'IA générative, on va se retrouver dans la chose où, de toute façon, ils vont le demander. Et c'est leur façon de travailler. Donc, il faut aussi jouer sur cet argument, je pense. Merci. Je suis là toute la journée. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter.